Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Médiation numérique et liberté informatique, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission la chronique d'Antanac et en fin d'émission la première chronique de Benjamin Bellamy, le truc que presque personne n'a vraiment compris, mais qui nous concerne toutes et tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couget, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles. Nous sommes mardi 8 octobre 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Étienne Gaudu. Salut Étienne. Salut Fred, bonne émission. Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors je ne sais pas de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, mais tu m'as dit qu'il y avait 4 petits sujets. Oui, j'ai 4 petits sujets. Plutôt politiques les uns les autres, mais voilà. En fait, je voudrais commencer, je vais vous raconter des histoires, des petites histoires là aujourd'hui. Et d'abord, des premières histoires concernant des abus que nous dénonçons à Antanac. Tellement l'utilisation d'un ordiphone est devenue courante qu'on dirait qu'elle devient obligatoire. Oui, je parle d'ordiphone plutôt que de smartphone. Smart, ça signifie chic, élégant, intelligent, puis là, ça ne me paraît pas adapté en l'occurrence. J'ai une histoire là-dessus dans laquelle, je vous raconte, une personne attend que son assurance lui adresse un expert à la suite d'un dégât des eaux dans son appartement. Après une attente plutôt longue, elle reçoit un appel d'une entreprise mandatée par l'assureur et l'expert lui donne un rendez-vous téléphonique. Jusque-là, tout va bien. Le jour J, l'expert lui demande de se mettre en visio, de manière à faire la visite d'expertise en visio. Il voulait constater les dégâts depuis un ordiphone. Il était sûr de lui, de son bon droit et de ses exigences. Et la personne lui dit, oui, mais non, moi, j'ai pas d'appareil pour faire une visio, là, alors... Et ça provoque un grand silence. Apparemment, cela ne fait pas du tout partie des concepts de l'expert. Tout le monde a un appareil pour faire une visio, voyons. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen et on ne fait pas de déplacement pour un si petit sinistre. Alors, c'est ça ou rien. C'est drôle, non ? En fait, non. Tout ce qui s'apparente pour nous à une obligation de matériel, d'équipement, déjà c'est compliqué, mais là en plus, ce qu'on a trouvé notable quand on a eu vent de cette histoire, c'est le décalage entre des pratiques que certaines veulent affirmer sans se préoccuper d'un accord ou d'un partage des tenants et aboutissants. De notre point de vue, c'est abusif. On menace pour arriver à ses fins. C'est ça ou rien. Une autre histoire, plus grave. Une femme est venue à l'une de nos permanences d'écrivains numériques publics. Incapable de faire elle-même la démarche de naturalisation pour elle, et ne connaissant pas encore Antanac, quelqu'un lui indique une structure qui peut s'en charger. En fait, il va s'avérer qu'il s'agit d'une entreprise qui se montre dans plusieurs publicités, notamment dans les gares, avec des grandes affiches, des couleurs, des écritures qui ressemblent à une affiche officielle, juridique, d'État. D'ailleurs, on a vérifié depuis, leur site est de même, mettant ainsi une confusion dans les esprits qui irait trop vite. Cette personne se voit demander 1 700 € pour faire sa démarche. Elle se décarcasse pour trouver la somme, elle est sûre que c'est ça qu'il faut, que ça va l'aider, que ça va aller vite, que ça va être bien. Elle transmet tous les documents qu'on lui demande et attend le retour de la préfecture. Le retour est négatif. Les gens de l'entreprise, je ne vais pas la citer, ont omis de faire traduire certains des documents par un traducteur assermenté et donc le dossier a été refusé. La démarche en question, quand on a bien tous les papiers correctement établis, se fait sur Internet, peut-être en une demi-heure. Elle est gratuite. Et là, des escrocs qui ont pignon sur rue, qui vous mettent des grandes affiches dans les gares à Paris, notamment, mais aussi à Marseille et à Lille, se font de l'argent sur la tête, sur le dos des pauvres, des gens qui ne savent pas ou ne voient pas.
leur affiche prétend aider à l'immigration. Je cite, c'est pour de vrai. Et faire les démarches pour obtenir des papiers, faire des dossiers à la préfecture pour être en règle. C'est honteux. Donc à Antanac, on a écrit à la préfecture, au service de défenseur des droits du 18e. On va voir ce qui nous est répondu et s'il faut faire d'autres écrits, on en fera d'autres. Ma troisième histoire, elle est plus drôle. En fait, c'est à propos de la numérisation de tout dans la société qu'on croit être acquis et qui continue d'apparaître comme normal, logique, dans le sens des évolutions techniques et sociétales. On a déjà parlé ici du peu de sens écologique de tout cela, des coûts induits en termes de manque de respect du vivant, des terres, des territoires où vivent des humains, des humaines et des non-humains, non-humaines, du gâchis de l'eau, de l'énergie, etc. Eh bien, peut-être est-ce une chose connue des auditeuristes, mais moi je ne le savais pas. J'ai rencontré une personne qui fait des développements de bandes de cinéma, du Super 8, du 9.5, du 16, bref, toutes les bandes créées par des cinéastes qui ne font pas que du numérique. Et en plus du développement, ensuite, il numérise les films. Et puis, il a toute une activité avec les lieux où l'on conserve des versions de films, des médiathèques, des cinémathèques, et même l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Tout le monde s'est empressé de tout numériser et de remplir des serveurs, de les rafraîchir, de les sauvegarder sur d'autres, etc. Bref, de faire fonctionner toutes ces usines de données qu'on connaît bien maintenant. Eh bien, figurez-vous qu'une sorte de marche arrière est en train de s'opérer. Il y a des films en version numérique qui sont en train d'être recopiés sur des bandes. Car les responsables se sont rendus compte de la place et du coût de tous ces films sur des serveurs, des films qui, par ailleurs, ne sont parfois visionnés que très peu souvent, des documentaires, des films qui n'ont pas trouvé leur public à leur sortie, etc. Et donc, cette personne a une commande de l'INA là-dessus. Des rouleaux de bande prennent certes un peu de place physique, mais aussi c'est moins coûteux et moins gourmand en énergie et tout ça. C'est drôle, non ? Et puis, pour finir, je voulais juste lire le petit texte qu'on a écrit pour prendre part à la proposition de l'April sur la plateforme citoyenne de la Cour des comptes. J'imagine que vous en avez déjà parlé ici, sur l'écart entre les théories et les réalités des utilisations du libre par l'État et les collectivités, et notamment via les dépenses faites. Donc l'April a proposé qu'il y ait une transparence plus grande qui soit faite là-dessus. Et donc nous, on avait écrit ce petit texte pour appuyer ça, puis faire partie de ceux qui soutenaient cette proposition sur la plateforme de la Cour des comptes. Tout ce qui est traité en vue du bien commun devrait, cela paraît évident, ne pas être laissé à la main de solutions propriétaires. Il en est de l'informatique et du numérique comme de plusieurs autres sujets, par exemple l'éducation, la recherche, la santé, bref. Là où l'on en est, il est indispensable et urgent de s'atteler à partager les modalités numériques. Et cela passe par la transparence sur ce qui est actuellement privilégié, ce qui est réel dans les utilisations au niveau des ministères et à celui des collectivités locales, en nature, en volume, en motivation, en coût pour le collectif, en incidence écologique, etc. Ni l'État, ni personne ne peut encore nier les bienfaits et l'utilité du logiciel libre. Et donc tout le monde sait que si des choix différents continuent d'être faits, c'est que d'autres raisons sont jugées prioritaires. Mais de quoi s'agit-il donc ? De quels intérêts ? De quel type d'imposition capitaliste s'agit-il encore et encore ? Merci à l'April. Écoute, voilà. Merci aussi à Antanac d'avoir soutenu donc, cette proposition. Effectivement, c'est dans le cadre de la consultation de la Cour des comptes. La proposition visait à l'évaluation en fait, des dépenses logicielles de l'État et des administrations centrales. Depuis 2017, on a mis une date précise. On laissera les auditeuristes comprendre pourquoi on met 2017. Évidemment, c'est arrivé en 7e position des propositions les plus soutenues. Et il y a eu, je ne sais plus, je crois qu'il y a eu 900 propositions. Oui, plus de 900 contributions. Donc, c'est la 7e la plus soutenue. Après, le choix de la Cour des comptes n'est pas basé exclusivement sur l'ordre. Non, mais quand même, ça fait quand même du sens. Ça fait quand même du sens et on remercie évidemment les personnes qui l'ont soutenu. Et la Cour des comptes annoncera en janvier les évaluations sur lesquelles elle se penchera. Et il faut savoir aussi que la Cour des comptes a récemment publié un rapport sur la direction du numérique dans lequel elle mettait en exergue cette problématique-là. Donc on a bon espoir que cette évaluation financière des dépenses logicielles de l'État et des collectivités et des administrations centrales soit mise à l'ordre du jour de la Cour des comptes. Écoute, merci Isabelle, c'était la chronique d'Antanac. Donc Antanac, vous êtes nos voisines. Le site web c'est antanac.com avec un K pour Antanac. Et l'adresse est 18 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement de Paris. Et le studio c'est au 22 rue Bernard Dimet. Je dis ça parce que dans l'émission de vendredi soir, j'ai lu toute la soirée que le studio était au 18 rue Bernard Dimet. Donc j'espère que des gens ne se sont pas pointés juste à côté et n'ont pas trouvé le studio, mais je ne crois pas. Écoute, on se dit au mois prochain pour la prochaine chronique. À très bientôt, merci beaucoup. Alors nous allons faire une pause musicale.
Alors, après la pause musicale, on va pas tellement changer de sujet, parce qu'on va parler de médiation numérique et de liberté informatique. Nous allons écouter Le Vertige par Le Crapaud et la Morue. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Le Vertige par Le Crapaud et la Morue, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY SA 3.0. Merci à Joseph Garcia de notre équipe musique pour cette découverte. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur le thème de la médiation numérique et des libertés informatiques avec Julie Briet, formatrice et médiatrice numérique pour l'établi numérique, et Loïc Gervais, chargé de projet inclusion numérique au département de la Haute-Savoie. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, libre à vous. On va d'abord vérifier que nos invités sont avec nous car ils sont toutes les deux à distance. Julie, Loïc, vous êtes avec nous ? Oui, moi je suis là. Ah bah super. Bonjour. On va commencer déjà par une petite présentation rapide de chacune et chacun. On va commencer par Julie Briet. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Julie, donc je suis formatrice et médiatrice numérique dans une coopérative qui s'appelle l'Établi numérique, et avec mon collègue Romain, on fait de l'éducation populaire aux enjeux du numérique. Voilà pour moi. Très bien. Loïc Gervais. Bonjour Frédéric, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Je suis donc chargé de projet inclusion numérique au département de la Haute-Savoie et je travaille dans le domaine de la médiation numérique depuis 20 ans. D'accord, très bien. Alors c'est intéressant d'ailleurs dans ta présentation, tu as employé deux termes différents mais qui sont peut-être proches, je vais vous demander. Tu as employé inclusion numérique et médiation numérique. Donc ma première question, ça va être un petit peu de préciser ce qu'est la médiation numérique, quels sont les objectifs. Et je vais, en introduction, avant de vous laisser la parole, j'ai regardé la page Wikipédia en fait. Donc je vais vous lire le début de la page Wikipédia, vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez la même définition ou pas. Donc sur Wikipédia, c'est la médiation numérique désigne toutes les techniques, formats et méthodes d'accompagnement vers l'autonomie numérique. Ce terme est
souvent utilisée en lien avec des publics en situation d'électronisme, mais n'est pas exclusive de ce type de public. La médiation numérique est aussi souvent appelée inclusion numérique. Alors, on va peut-être commencer par Loïc. Est-ce que cette définition te convient? Est-ce que tu en as une autre? Quelle est ta définition de la médiation numérique? Alors, la médiation numérique, pour moi, c'est permettre à chacune et à chacun d'entre nous de se forger une opinion sur les enjeux de la société numérique. Concrètement, le médiateur ou la médiatrice numérique va accompagner tout à chacun dans la prise en main des outils, des usages, en général du quotidien, et va permettre d'appréhender les enjeux du numérique dans la société. Si je mets ça d'un point de vue très théorique, ça pourrait aller tout aussi bien à expliquer la différence qu'il y a entre le clic gauche et le clic droit de la souris, par exemple, à des éléments de compréhension sur la vidéosurveillance algorithmique pour prendre des sujets un petit peu plus d'actualité. Par contre, là où cette définition qui est dans Wikipédia et avec laquelle je ne suis vraiment pas du tout d'accord, mais que je rejoins dans certains aspects, c'est qu'effectivement, dans les faits, concrètement, le champ de la médiation numérique est plutôt réduit à du remplissage de formulaires en ligne, alors que historiquement, elle s'inscrit dans une logique finalement d'éducation populaire au numérique. D'accord. Et Julie, de ton côté? Eh ben, je suis assez raccord avec Loïc. Et en tout cas, moi, je dirais que l'objectif de l'autonomie, il est intéressant en soi parce que ça peut vouloir dire que à terme, les personnes, elles doivent pouvoir se passer de médiateur ou de médiatrice numérique. Mais en même temps, eh ben, c'est juste un vœu pieux parce que, en effet, les médiateurs, médiatrices numériques, ils agissent pour une meilleure compréhension des enjeux, pour réduire les inégalités face au numérique, mais en fait, il y a plein d'autres facteurs qui font qu'il y a un accès très inégalitaire face au numérique, et par exemple, le manque d'accessibilité des sites. Mais sinon, je suis d'accord pour insister sur le fait que c'est pas seulement de l'accompagnement à l'usage, mais bien aussi une compréhension des enjeux, par exemple, en ce moment, autour de l'IA générative, comprendre comment ça marche, etc. D'accord. Et donc, si je comprends bien ce que vous avez dit, donc ça va vraiment, comme l'a expliqué Loïc, à quelque chose qui peut paraître basique à des gens qui ont l'habitude, comme la différence entre le clic droit et le clic gauche, jusqu'à des choses beaucoup plus compliquées et qui sont d'actualité. Donc, tu viens de parler de l'IA, la surveillance généralisée, l'algorithmie. Donc, ça couvre un large champ, en fait, de domaines de l'informatique et pas forcément uniquement des domaines qui sont immédiatement, entre guillemets, applicables par le public. Par exemple, comme tu dis, pour remplir des formulaires ou pour simplement vivre sa citoyenneté en ligne. C'est ça ? Ouais, ça correspond à ça, et ça fait que, en fait, les médiatoristes numériques, ils touchent des publics très variés. Là, on a parlé de deux grands pôles avec les publics en difficulté et ceux qui sont moins en difficulté, mais en fait, alors on pourra peut-être creuser cet aspect-là parce que c'est pas tout noir ou tout blanc, mais on touche aussi, aussi bien des personnes jeunes, des enfants, des parents, des adultes, des seniors, enfin, voilà. Et en tout cas, il y a toujours cette question d'articulation entre les usages du quotidien, mais aussi la compréhension des enjeux, et y compris la compréhension des enjeux par des personnes qui ne sont pas à l'aise sur le numérique. Et donc ça, c'est vraiment hyper important pour que tout un chacun, en fait, puisse avoir un avis éclairé sur le numérique de façon générale. D'accord. Loïc, est-ce que tu fais une différence entre inclusion numérique et médiation numérique? Parce que toi, tu es chargé de projet inclusion numérique. Ou est-ce que c'est vraiment la même chose? J'ai envie de dire que c'est des débats que je laisse à d'autres. Moi, historiquement, non, mais je suis désolé de botter en touche. Ah, mais tu as le droit. J'ai plus l'impression que parfois il s'agit de questions de marketing que d'autres choses. Moi, historiquement, j'ai toujours employé le terme de médiation numérique. Ce que j'aime bien dans inclusion numérique, c'est qu'on peut poser la question de deux manières. Est-ce qu'il s'agit d'inclure au numérique ou est-ce qu'il s'agit d'inclure par le numérique? À la rigueur, c'est peut-être vraiment l'intérêt que je vois de ce mot, parce qu'il peut être bivalent, du coup. D'accord. Et quelle différence tu fais entre inclure au numérique et par le numérique? Eh bien, inclure au numérique, ça serait, par exemple, globalement, t'expliquer comment fonctionne tel ou tel outil, tel usage, ou appréhender tel enjeu, alors que inclure par le numérique, ça serait de se dire, bah tiens, j'ai des publics empêchés, quelle que soit leur situation, comment le numérique pourrait éventuellement, et là, éventuellement a vraiment toute son importance, les permettre d'être mieux inclus dans la société d'une manière générale.
D'accord. Et donc notamment au département de la Haute-Savoie et toi, Julie, côté établi numérique, quelle est la principale population avec laquelle vous travaillez? Est-ce que c'est vraiment majoritairement des gens qui sont éloignés du numérique, qui pour la plupart n'ont pas touché? Aussi en catégorie d'âge peut-être? Est-ce que par exemple c'est des personnes plutôt âgées, des personnes jeunes? Quel type de public vous touchez? Julie? Eh ben, alors nous, le problème, c'est qu'on n'est pas une structure qu'a des locaux, on intervient dans d'autres structures, donc ce serait assez difficile de dire qu'on a des publics en général. Mais en fait, moi, je serais tentée de répondre que y a plein de lieux différents de médiation numérique. Ça peut être aussi bien les écoles, les bibliothèques, les centres sociaux, les maisons de quartier, des associations, etc. Et que donc, en fait, elles vont toucher leur public avant tout. Et pour avoir beaucoup travaillé en bibliothèque, ça dépendait des propositions qu'on faisait, mais par exemple, sur les ateliers d'initiation ou d'accompagnement au numérique, on touchait principalement un public de retraités, mais c'était aussi très lié au fait que c'est un public en bibliothèque, en tout cas dans la bibliothèque où je travaillais, qu'on avait beaucoup et qu'on arrivait à bien toucher et qui avait une forme de curiosité par rapport à ça. Donc en fait, ça dépend vraiment des structures. Et puis juste pour rebondir sur ce que disait Loïc sur les différences inclusion, médiation numérique, je le rejoins aussi sur que en fait les deux termes peuvent être utilisés de façon différente. Moi, j'ai tendance à plutôt utiliser le terme médiation numérique, mais ça dépend aussi de qui les utilise. Et régulièrement, notamment dans des projets relatifs à des politiques publiques, des fois, le terme inclusion numérique, il restreint cette problématique-là à l'accès aux droits et à l'accompagnement aux démarches administratives. Et du coup, je reviens bien à ce que je disais avant. Non, c'est pas que ça, la médiation numérique ou l'inclusion numérique, c'est aussi la sensibilisation aux enjeux, etc. D'accord. Et côté département de la Haute-Savoie, Loïc, sur le type de public ? Potentiellement tout le monde, c'est relativement simple. Pour prendre deux exemples diamétralement opposés, ça peut être par exemple la femme enceinte de 3 mois, puisqu'en général elle a une visite chez mes collègues de la protection maternelle et infantile, et elle peut arriver avec une question, et c'est vraiment pas une façon de penser du type: est-ce que les ondes de mon téléphone portable sont dangereuses pour le développement de mon fœtus? Donc là on est bien, il faut bien répondre quelque chose à sa question et l'accompagner là-dedans. Et puis ça va jusqu'à la fin de vie. Et moi, je suis rattaché à l'action sociale, et l'action sociale est dirigée vers tous les publics empêchés, donc toutes les personnes qui ont des situations particulièrement complexes, mais c'est vraiment tout le monde qui est concerné. Si on n'est pas concerné aujourd'hui, on peut être concerné demain. Tu as évoqué la question de l'âge. Par définition, nous sommes tous les trois destinés à vieillir, et si nous n'avons pas besoin d'accompagnement aujourd'hui, nous en aurons peut-être besoin dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Oui, c'est vrai que je vous dis, parce que tout à l'heure Julie parlait de l'accessibilité. Alors c'est vrai que, je sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai 54 ans, et c'est vrai que je porte maintenant des lunettes, et je me rends compte en fait que pour un certain nombre de choses, j'ai plus de difficultés qu'avant, et donc la pratique change, et donc peut-être que l'accompagnement effectivement change avec l'âge, et donc cette question d'accessibilité est fondamentale. Et d'ailleurs, Loïc, est-ce que toi, au niveau du département de la Haute-Savoie, tu travailles de concert avec les services informatiques qui créent des sites web, et notamment sur la partie accessibilité? Tout à fait. Tous les départements ont comme compétence obligatoire le handicap. Et tous les départements portent ce qu'on appelle une MDPH, une maison départementale pour les publics handicapés. Et toutes les MDPH de France et de Navarre ont un site internet. Et elles ont toutes aussi une manifestation physique. Et tout le monde est au clair pour dire que le bâtiment physique doit être accessible, typiquement pour des fauteuils roulants. Tout le monde sait faire, tous les architectes intègrent ça dans leur cahier des charges. Par contre, il est vrai que sur la version numérique, on a pris beaucoup plus de retard d'une manière générale en France. Je crois qu'il y a quelque chose comme 95% des sites de services publics qui ne sont pas du tout accessibles aux personnes en situation de handicap. Et quand je présente ça comme ça, je dis: est-ce que c'est une question vraiment numérique, ou est-ce que c'est une question de la considération des personnes en situation de handicap dans la société? Moi, je préfère la deuxième version
de la question, puisque du coup, ça me dit, je ne suis pas vraiment en train de faire du numérique en tant que tel, ou pur jus, entre guillemets, même si, quelque part, ça va se transformer en une adaptation du site internet avec du codage informatique, mais je suis en train de participer très petitement, évidemment, à une meilleure intégration, une meilleure prise en compte de la situation de ces personnes dans la société en général. Alors, je relais d'ailleurs une remarque tout à l'heure de Audric sur le salon web qui disait « inclure le numérique dans la vie des gens ». C'est ça donc l'enjeu de la médiation numérique, Julie ? Alors, je ne sais pas à quoi il faisait plutôt référence à ce que disait Loïc. Alors après, inclure le numérique dans la vie des gens, c'est en fonction des besoins et des souhaits des personnes, parce que, en tout cas, moi, je défends aussi l'idée qu'on peut vouloir se passer du numérique et que le droit à la déconnexion, à la non-utilisation de certains outils parce qu'ils ne nous correspondent pas ou qu'on n'a pas envie d'alimenter certains aspects de ces outils, c'est tout à fait légitime et que ça, on peut le faire qu'avec une connaissance assez fine du fonctionnement de ces outils. Alors, d'autant plus, après je reviendrai sur une question sur votre formation, parce qu'il y a une question intéressante sur votre formation sur le salon web. D'autant plus, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de vivre quelque part, de vivre sans outils numériques, parce que c'est carrément présent partout. Au restaurant maintenant, il y a même quasiment plus de cartes papier dans beaucoup de restaurants. Il y a des QR codes sur lesquels on accède à un site web pour accéder au menu. Ensuite, il faut payer via ce même site web. Enfin, c'est quand même de plus en plus compliqué de ne pas avoir d'outils numériques pour vivre finalement sa vie. Et oui, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai travaillé en bibliothèque de 2003 à 2019. Et je faisais de la médiation numérique dans le cadre de la bibliothèque parce qu'on avait un espace numérique avec des ordis connectés à Internet, de l'accompagnement, etc. Et j'ai vu évoluer les demandes du public. C'est-à-dire, au début, c'était vraiment... des publics qui étaient assez autonomes et donc qui venaient plus pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir, faire de la création numérique, des choses comme ça. Et petit à petit, on a vu de plus en plus arriver des personnes en grande difficulté et qui venaient nous voir parce qu'elles avaient besoin de s'inscrire à Pôle emploi, de faire une déclaration de ressources à la CAF. Et donc, d'ailleurs, dans le chat, là, je l'ai sous les yeux, il y a, comme le dit Marie-Odile, il y a des problématiques de périmètre du métier. En fait, ça a fait aussi glisser les métiers parce que est-ce que les médiateuristes numériques n'ont pas les mêmes compétences que, par exemple, des personnes assistantes sociales. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les métiers ? Donc, il y a bien sûr des questions de compétences, de formation, d'éthique professionnelle et tout. Mais en tout cas, c'est venu un peu bousculer tout ça. Et en effet, je te rejoins sur le côté est-ce qu'on peut se passer du numérique ? C'est pour ça que j'ai l'impression de me répéter depuis le début de l'émission, mais que c'est important d'avoir des temps un peu réflexifs sur le numérique pour se poser collectivement la question, en fait, quel numérique on veut, pour quel usage, et quel numérique, d'intérêt général on veut de façon générale dans notre société, quoi. D'accord, on va revenir après sur cette notion de numérique d'intérêt général qui m'intéresse, mais je vais quand même relayer la question qui est très pertinente alors je ne sais plus qui, je ne sais plus si c'est Marie-Odile ou Audric, parce que là ça défile un peu, sur votre formation. Tous les deux, quelle formation vous avez pour être... Et quel a été votre parcours ? Est-ce que vous avez fait tout de suite de la médiation numérique ou pas ? Alors, on va commencer par Loïc. Moi, j'ai un bac musique, ce qui est complètement logique, évidemment, pour arriver là. Donc, comme je le dis en rigolant, je continuais de manipuler un clavier avec des touches noires et blanches, puisque j'étais pianiste à la base. Et parfois, je décrypte des partitions qui sont tout aussi incompréhensibles pour le commun des mortels qu'une clé du 3 ou du code HTML. Voilà, ça c'est pour le petit parallèle et pour le petit trait d'humour. Donc, j'ai évidemment aucune formation de base qui est du tout là-dessus. Je me suis retrouvé un peu par hasard à faire de la médiation numérique en 2005. Alors en 2005, il n'y avait pas du tout de formation qui de toute façon abordait ces choses-là. Donc j'ai tout fait en auto-formation. D'accord. Et toi, Julie ? Eh ben, moi, c'est un peu le même parcours parce qu'on est arrivé dans la médiation numérique à peu près au même moment. Et donc, en effet, il n'y avait pas de formation à ce moment-là. Donc, en fait, moi, j'étais bibliothécaire et, comme je le disais tout à l'heure, on avait un espace numérique. Et en fait, j'ai fait de la médiation numérique sans savoir que je faisais de la médiation numérique. C'est-à-dire que, comme j'étais à l'aise avec le numérique parce que venant d'une famille plutôt technophile, j'aidais les gens.
mais je savais pas que ça portait un nom. C'est après coup que j'ai appris que ça s'appelait la médiation numérique. Et du coup, j'ai beaucoup appris, comme on dit, sur le tas, quoi, en observant des collègues et en me documentant, en faisant de la veille, etc. D'accord. Alors comme le salon est très actif aujourd'hui, vraiment je remercie les personnes qui sont sur le salon et je rappelle donc que si vous voulez participer, c'est site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Il y a Audrey qui signale, donc qui indique, pour parler des périmètres, ça me fait penser aux conseillers numériques qui étaient France Service au départ. Alors là, j'avoue que je ne vois pas trop ce que c'est, parce que je n'ai pas de connaissances sur le sujet. Est-ce que c'était des conseillères et conseillers numériques officiels de l'État qui devaient accompagner des personnes ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'un de vous deux ? Julie, tu y vas ou j'y vais Alors moi, je veux bien expliquer ce que c'est les conseillers numériques. En fait, les conseillers numériques, c'est un dispositif qui a été lancé à la suite du premier confinement dans le cadre du plan de relance. En fait, lors du premier confinement, il y a plein de personnes qui ont réalisé, alors qu'on le savait bien avant, qu'il y avait des très fortes inégalités face au numérique et qu'il fallait aider les gens. Et donc, il y a eu ce grand plan de recrutement de plusieurs milliers donc, de conseillers numériques au départ France Service, avec l'idée de plutôt que des collectivités locales ou des associations puissent recruter ces conseillers numériques sur des CDD de 18 mois pour accompagner les gens au numérique et en particulier aux démarches administratives, puisque au départ c'était en effet plutôt orienté France Service, là, qui sont ces espaces où sont mutualisés différents opérateurs type CAF, etc., où on peut se faire accompagner sur ces démarches administratives. Mais après, en fait, ça a un peu bougé. Alors moi, j'ai pas forcément les tenants et les aboutissants, et je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ça en vient encore retoucher à ces questions de est-ce que l'accès au droit est central ? Est-ce que c'est la seule mission en lien avec l'inclusion numérique ? Mais peut-être que Loïc a des éléments complémentaires à ajouter par rapport à ce que j'ai raconté. Je vais essayer d'être synthétique. Effectivement, la crise Covid a été un révélateur des inégalités en matière d'accès au numérique à tous les niveaux et l'État a essayé de réagir en lançant une politique en réponse à ce besoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, l'État a dit qu'il y a un besoin qui couvre à peu près 13 millions de personnes, et pour répondre à ce besoin, on va embaucher 4000 personnes à qui on va demander s'ils savent faire des tableurs Excel, typiquement pour les accompagner à l'autonomie, sur un maximum de 2 ans, sans définir ce que c'était que l'autonomie. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Les derniers rapports d'évaluation du dispositif conseil numérique sont assez parlants là-dessus. C'est que finalement, cette stratégie de l'État n'avait de stratégie finalement pas grand-chose, parce que le diagnostic était relativement flou, pas assez précis. On n'avait pas d'idée de la manière d'aborder la chose, sauf en disant qu'il fallait des postes pérennes, et on les a financés que sur 2 ans. Donc partant de là, ça pouvait pas marcher dès le départ. Vous voyez, aujourd'hui, on est toujours dans ce continuum-là de ce défi, qui est de se dire comment on fait face finalement à cette question de l'accompagnement aux usages numériques. Moi, je me permets de préciser que je l'ai évoqué, on a commencé en 2005, je faisais de l'accompagnement il y a 20 ans. Potentiellement, j'en ferai encore dans 20 ans si je n'étais pas à la retraite. Il y a toujours besoin d'accompagnants. C'est pas parce qu'on accompagne depuis 20 ans qu'il faut croire qu'on n'a plus besoin d'être accompagné. Donc on sait que c'est une action qui s'inscrit dans la durée, mais on n'a pas les moyens d'aucune manière pour inscrire cette action dans la durée. Quand tu dis on n'a pas les moyens, c'est au niveau État, c'est-à-dire c'est aux collectivités territoriales aussi. À tous les niveaux. Tous les niveaux, ok. À tous les niveaux, puisque je le disais tout à l'heure avec la politique handicap, typiquement la politique handicap par exemple est une politique de tous les départements. Donc tous les départements ont obligation de mener une politique handicap et ont des moyens associés pour mener cette politique. Là, aucune collectivité, que ce soit département, région,
collectivité de communes ou ville, n'a l'obligation de mener une politique inclusion ou médiation numérique, et donc du coup, aucune de ces collectivités n'a les moyens financiers qui y sont associés. Pour le dire autrement, toutes celles qui le font de manière volontariste, et donc c'est toujours lié plus ou moins finalement à la durée du mandat de l'élu qui a décidé de mettre ça en place. D'accord. Alors que le besoin est, il faut se projeter à 20 ans, voire plus. Oui, enfin, si les responsables politiques avaient une vision à 20 ans, ça se saurait. Enfin, pas tous, enfin pas toutes, mais bon. Tout à l'heure, vous parliez du confinement, Julie puis Loïc. Ce qu'a aussi révélé le confinement, c'est que dans les familles, souvent, des fois, il n'y avait pas d'ordinateur. Ou quand il y avait un ordinateur, c'est souvent un ordinateur en fait, un unique qui était partagé. Donc est-ce que c'est aujourd'hui c'est le cas de la majorité des publics que vous avez, et comment vous faites? Parce que finalement, si vous accompagnez des personnes autour des enjeux du numérique, de l'informatique, mais qu'à la maison, elles n'ont pas les outils, comment elles font? Elles vont dans des médiathèques, elles vont dans des lieux publics? Comment ça se passe en pratique? La réponse, elle est assez variée en fonction des publics. C'est-à-dire qu'en effet, il existe toujours des espaces dans les bibliothèques ou ailleurs où il y a un accès à Internet sur des ordinateurs. Après, il y a aussi d'autres propositions. Il y a pas mal de collectivités locales, de départements qui... par exemple, offre des ordinateurs aux élèves boursiers ou des lycées qui équipent les lycéens d'ordinateurs ou enfin, il y a d'autres exemples comme ça. Alors après, la difficulté avec ce genre de programme, c'est que donner accès aux outils, c'est bien. Mais en fait, ça suffit pas. Il y a aussi toute la question de l'accompagnement aux compétences et l'accès à la connexion. En tout cas, moi, je trouve qu'une initiative intéressante, et peut-être ça fera le lien avec la thématique de l'émission, c'est sur la région nantaise, justement pendant le premier confinement, s'est montée une structure qui s'appelle la Maison du Libre, alors qui est pas la première à faire ça. Il y a plein d'autres structures qui l'ont fait avant celle-ci. C'est de proposer en prêt ou en don des ordinateurs reconditionnés sous Linux. Et en fait, ça a permis justement à quelques familles de quartiers populaires de Nantes Métropole d'avoir accès pendant le premier confinement à des ordis, sous Ubuntu si je me rappelle bien, à un prix tout à fait modique, voire même gratuitement en location. Et en tout cas, c'était vraiment une initiative intéressante et qui permet de répondre aussi aux besoins de matériel, en effet, pour des familles pour lesquelles il y avait juste un smartphone pour la famille ou un ordiphone, comme on disait dans la chronique juste avant. D'accord. Avant la pause musicale, Loïc, est-ce que tu veux compléter sur cet aspect matériel? Ouais, ta question portait finalement sur comment on répond, et donc moi je peux t'expliquer comment on a essayé de traduire ça d'un point de vue politique, du coup par notre collectivité. La première des inégalités, c'est une inégalité d'accès au réseau, tout court. J'habite en zone de montagne, il y a des zones de montagne dans lesquelles on ne capte pas Internet. Donc c'est déjà la première chose qu'on doit faire. On a parlé de matériel, effectivement on peut parler... on peut passer soit par la dotation directe, d'une manière ou d'une autre, soit, c'est l'option qu'on a choisie de notre côté, en s'assurant que, globalement, il y a un point d'accès relativement proche du domicile des personnes, avec un accompagnement, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire il y a un ordinateur et débrouillez-vous, quoi. C'est comme ça qu'on a essayé d'aborder les choses. Et puis le troisième levier, c'est le grand classique des politiques d'inclusion numérique, c'est celui de la montée en compétences des publics, c'est-à-dire globalement de les former, pour le dire assez simplement, même si ça va un peu plus loin que ça. D'accord. Écoutez, comme on a un peu parlé d'Ubuntu et de logiciels libres, on va en parler un petit peu après, parce que quand même, on a une émission consacrée aux libertés informatiques, mais en attendant, on va faire une pause musicale qui a été choisie par Loïc. On va écouter Our Lives Change par Triade. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
venons d'écouter Our Lives Change par Triad, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous parlons de médiation numérique et libertés informatiques avec Julie Brier, formatrice et médiatrice numérique pour l'établi numérique, et Loïc Gervais, chargé de projet inclusion numérique au département de la Haute-Savoie. Alors, avant de parler un peu justement de logiciels libres aussi, de la partie liberté informatique, j'avais une question que je relaye un petit peu aussi les remarques sur le salon. Est-ce que, alors tout à l'heure je ne sais plus qui disait que le niveau des enjeux a augmenté par rapport quand vous avez commencé il y a 15-20 ans. Est-ce que en parallèle le niveau de connaissance des personnes que vous rencontrez a augmenté aussi? Et deuxième question, est-ce que ce qui se passe au niveau des écoles, donc notamment l'initiation au code et le NSI, c'est-à-dire numérique et sciences informatiques, a eu des effets positifs? Est-ce que vous constatez que quelque part ça a eu un effet sur l'acculturation numérique des enfants notamment, enfin des élèves? Je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y Loïc. Vas-y Loïc. Oui, merci pour la patate chaude. Forcément, le niveau global a commencé à augmenter quand j'ai débuté. Vraiment, les gens venaient me voir pour savoir ce que c'était qu'Internet. Donc j'en ai quand même beaucoup moins. Même si je suis plus en direction des publics maintenant qui viennent de voir juste pour savoir à quoi ressemble Internet. Donc vraiment au début c'était ça. Mais il a augmenté aussi parce que du coup c'est devenu quelque chose qui est beaucoup plus commun. En 2005 c'était la moitié de la population française qui n'était pas du tout connectée à Internet. En 2005 on n'avait pas Facebook, on n'avait pas les moteurs de recherche, on n'avait pas Google pour le dire encore plus rapidement. Donc du coup c'était vraiment la grande inconnue. En tout cas, pas au niveau du grand public. Sur les effets des plans éducation numérique, je crois que c'était Vincent Payon qui avait lancé dans les années 90 un grand plan qui s'appelait Faites entrer le numérique dans l'école. C'est difficile d'évaluer parce que finalement c'est que récemment qu'on a commencé avec des dispositifs comme PIX, qui est un outil d'évaluation des élèves, à mesurer le niveau de compétence justement des élèves. Avant il y avait un autre logiciel d'évaluation, je vais dire ça comme ça, et je ne suis pas persuadé que ça ait eu des effets, que ça ait vraiment eu des effets d'une manière densifiée. Bien entendu, il y a une plus grande connaissance générale. Mais en même temps, il y a des problèmes qui sont de plus en plus pointus. Je pense par exemple au respect des données personnelles, c'est-à-dire au respect par exemple du RGPD. Il n'y a pas que les élèves qui sont concernés par ceci. Moi je prends chaque rentrée scolaire le même exemple, celui des listes d'élèves qui sont affichés à l'extérieur des murs des écoles primaires. Et bien que la question que la loi soit adoptée depuis 2018, on constate chaque année cette même infraction finalement au RGPD. Je pourrais de la même manière illustrer par celui du droit à l'image concernant les enfants. Donc oui, il y a une montée en compétences, mais dès qu'on rentre dans la finesse des questions, eh bien, on va perdre finalement telle ou telle école, et ça repose énormément sur finalement des individus en tant que tels. D'accord. Julie, sur ce sujet ? Ouais, moi je peux compléter en disant que quand on regarde en fait les enquêtes, les différentes études par rapport aux inégalités face au numérique, on voit que cette question d'inégalité, en fait, elle touche pas les personnes de façon indifférenciée. C'est-à-dire que ça dépend aussi beaucoup de son niveau de diplôme et de quelle classe sociale on vient. Et par exemple, il y a une chercheuse que je trouve
vraiment hyper intéressante sur les questions d'éducation aux médias et à l'information qui s'appelle Anne Cordier et qui, elle, s'intéresse beaucoup aux pratiques numériques adolescentes. Et elle disait que dans une des enquêtes qu'elle avait faites sur le terrain, où elle avait enquêté auprès de lycéens et de collégiens en 3e seconde, en fait, elle voyait que, par exemple, la culture des sources, c'est-à-dire savoir que telle source est plutôt une source de qualité ou pas, eh bien, en fait, chez les enfants, enfin les ados issus de milieux plutôt privilégiés, en fait, c'est une culture qui avait été transmise dans le cadre de leur famille, et que, par contre, les ados issus de milieux moins favorisés, en fait, n'avaient pas forcément cette culture-là. Et donc, en fait, on voit qu'il y a une partie aussi des compétences numériques qui se transmettent dans le cadre familial et que ça ne peut que reproduire des inégalités. Donc, en fait, dès qu'on s'intéresse aux questions des inégalités face au numérique, en fait, là, on voit, c'est pas tout noir, pas tout blanc. En fait, il faut regarder, il faut creuser aussi, s'appuyer sur ce que disent les sciences sociales. Et du coup, peut-être que le niveau a augmenté, ça, je ne sais pas. Mais en fait, quand on regarde plus de façon précise, c'est regarder, en fait, chez qui ça a augmenté et chez qui ça n'a pas augmenté. Et donc ce que tu dis finalement, c'est que, j'interprète peut-être, mais que ça a augmenté sur des publics plutôt favorisés, notamment par le fait de l'accompagnement par les parents, alors que les publics plus défavorisés ont peut-être encore plus décroché, parce que ça devient de plus en plus compliqué, et puis les parents ne peuvent pas accompagner, comme c'est le cas dans d'autres d'ailleurs domaines de l'école. Hein. Est-ce que c'est ça ce que tu veux dire ? À grosse maille, c'est... Oui, en fait c'est ça, c'est-à-dire que... il faut faire attention, justement dans le cadre scolaire et dans le cadre de la médiation numérique, à vraiment investir justement l'accompagnement des publics plus jeunes, parce qu'en effet, la transmission dans le cadre familial, elle est hyper inégalitaire. D'accord. Alors, ça me fait penser à une question public plus jeune. C'est un public qui est de plus en plus GAFAmisé, en tout cas, qui utilise de plus en plus d'outils des géants du web. Comment vous gérez ça par rapport justement aux enjeux, là, pas par rapport à l'utilisation de ces outils-là, parce que finalement, ces jeunes-là, on a l'impression de les maîtriser, mais par rapport aux enjeux, on a parlé tout à l'heure des données personnelles, droit à l'image, etc. Comment vous travaillez à ce niveau-là ? Vas-y, Julie. Ouais, moi je dirais que c'est le cœur du métier de médiatrice numérique, c'est de savoir articuler justement les usages des personnes qui viennent nous voir avec les enjeux qui permettent une meilleure compréhension justement des outils qu'ils et elles utilisent. Donc je dirais il n'y a pas de baguette magique, c'est en effet trouver le juste équilibre entre une sensibilisation aux enjeux, une compréhension des enjeux, etc. Et en même temps ne pas se positionner en donneur de leçons adulte qui va expliquer aux jeunes que ce qu'il fait c'est pas bien. Déjà qu'il y a quand même un discours médiatique sur les pratiques juvéniles qui est hyper méprisant, on va pas en rajouter une couche et je dirais la problématique des GAFAM, elle concerne pas que les jeunes, elle concerne vraiment tous les publics. Et pour donner un exemple très concret, par exemple, une personne, elle vient pour créer une adresse email. Qu'est-ce qu'on va lui recommander comme adresse email ? Eh bien, du coup, il y aura plein de réponses différentes, mais je dirais que moi, ma façon d'accompagner, ce sera de proposer 2 alternatives, peut-être, on va dire, Gmail et ProtonMail, par exemple, en disant les forces et les faiblesses, en fait, de chacun de ces outils, avec en tête le fait que la personne, en fait, elle peut-être rechercher une facilité d'utilisation, et le fait que une adresse Gmail va lui permettre de se connecter à plein de services, alors ce qui pose plein d'autres problèmes, mais en tout cas pour moi c'est vraiment accompagner pour un choix éclairé de son outil numérique et savoir que Gmail c'est Google et qu'est-ce que ça implique derrière en termes d'intimité numérique. Loïc, sur cette question de choix éclairé de l'outil numérique ? Alors, je trouve qu'on fait trop reposer cette question de choix aux publics qui sont les plus en difficulté.
Donc nous, on essaye, hein, parce qu'on évidemment on n'est pas sûr d'y arriver, de changer d'angle et finalement non pas de nous adresser au public, en ce qui me concerne, mais de m'adresser à ceux qui accompagnent les publics, en l'occurrence dans le département aux travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux, chez nous, accompagnent, que je veux dire, des personnes vraiment en difficulté, des enfants placés, des femmes victimes de violences, des sans-abri, des bénéficiaires du RSA, enfin, vraiment des personnes en grande situation de précarité. Par essence, elles vont manipuler des données particulièrement sensibles et donc, elles ont pour objectif, vu qu'elles sont travailleurs sociales, finalement d'accompagner à l'autonomie et à l'émancipation de l'individu. Et donc, moi, j'essaye de redonner du sens à ça en le mettant en cohérence avec les outils qu'on utilise. Est-ce qu'on redonne de l'autonomie et de l'émancipation à un individu quand on utilise un outil privateur de liberté ? La réponse que je fais, moi de mon côté, elle est non, et ça tombe bien, mon délégué à la protection des données va me dire, et en plus c'est pas compatible avec finalement les directives que pourrait nous donner la Commission nationale informatique et liberté. Mais ça se fait pas du jour au lendemain de passer de l'échange WhatsApp de groupe avec les jeunes à l'échange Signal. Donc il faut bien fixer le pourquoi on le fait, donner du sens à ce qu'on fait, se rappeler qu'on le fait dans ce cadre-là. Parce que de la même manière, ça me paraîtrait très violent, finalement, de dire à la personne que j'accompagne, dorénavant, vous n'utiliserez plus WhatsApp, vous utiliserez Signal. Qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, il va rester un peu tout seul à utiliser WhatsApp. Ça serait le couper du reste de sa communauté. Donc, dans le cadre de notre relation d'accompagnant à accompagner, nous allons utiliser ces outils-là parce que finalement, ils sont conformes au cadre de travail dans lequel on évolue, c'est-à-dire c'est des outils dans lesquels on peut avoir, j'entendais l'intervenante précédente dans la première chronique, confiance. Et c'est important là. Et après, évidemment, on ne peut pas savoir comment ça va diffuser sur les publics, et il y a certains outils sur lesquels de toute façon on ne peut pas donner d'alternatives, notamment dans les outils qu'utilise particulièrement jeunesse. Si je pense à TikTok, ça va être très compliqué pour moi que de dire tiens, utilise tel autre outil, tu auras une communauté de 2 personnes. Oui, tout à fait. C'est pas probant. Mais plutôt que d'agir directement sur le public, on essaye à notre échelle d'agir d'abord sur les professionnels, de ceux qui accompagnent, parce que finalement, d'être... Alors, exemplaire, c'est un grand mot, mais c'est un peu l'idée, quoi, sans vouloir être prétentieux, bien entendu, c'est pas ça le propos. Mais de balayer devant notre porte. Ok, d'accord. Alors, le temps file, mais vous avez tous les deux la transition vers la place du logiciel libre et des ressources libres et aussi des services libres, hein, parce que c'est pas que la partie logicielle. Tout à l'heure, Julie, tu as employé le terme, je crois bien, de numérique d'intérêt général. Donc j'ai envie de te demander quelle est la place du logiciel libre, des services libres, des ressources libres dans cette action de médiation numérique. Alors, je répondrais que ça dépend des médiateuristes numériques, mais en tout cas, on va dire que les médiateurs numériques historiques, donc ceux qui viennent plutôt du milieu d'éducation populaire, qui ont une vision émancipatrice de leur mission, et ben souvent ils sont très, on va dire, connectés à la façon de réfléchir le web des années 90 et après, avec un côté vraiment très utopiste sur le web, ça va permettre un accès très partagé à la culture, on va se partager des ressources suivant un principe non marchand. Enfin voilà, c'est vraiment souvent des professionnels qui sont très promoteurs et promotrices des communs numériques, du logiciel libre, parce que c'est assez cohérent. Et je dirais que maintenant, les enjeux, ils se sont un peu plus déplacés autour des questions de sensibilisation, autour des questions de GAFAM,
autour des questions de capitalisme, de surveillance, de fuite de données personnelles, et qu'en fait, tout ça, on peut assez facilement l'articuler avec justement une promotion des communs numériques, du logiciel libre, autour des questions de transparence et autour des questions de liberté informatique de façon générale. Donc, en tout cas, il y a vraiment une partie des médiateurs et des médiatrices numériques qui sont vraiment très liés justement aux valeurs des communs numériques et qui d'ailleurs souvent partagent leurs ressources, leurs contenus d'ateliers sous licence libre. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est très ancré. Après, je pense que j'ai un gros biais parce que moi-même, je fais partie de ces communautés-là. On se connaît beaucoup et forcément, j'ai sans doute une vision un peu déformée parce que c'est loin d'être le cas de toutes les personnes qui font de la médiation numérique. On va demander la vision côté département de la Haute-Savoie alors, Loïc. Bon, mais c'est vrai que j'ai envie de dire que je suis à peu près du même mood que Julie, donc c'est, si je puis me permettre de dire ça comme ça, mais c'est vrai que à titre personnel, j'ai commencé avec les déclarations du cyberespace, le manifeste d'Aaron Swartz, des choses qui paraissaient tellement évidentes, et puis accessoirement j'habite pas très loin du CERN, donc c'est là où est né le web. Donc c'était vraiment quelque chose d'ancré sur le territoire, ce qui fait que j'ai croisé beaucoup de personnes qui travaillaient au CERN et globalement qui contredisaient pas trop cette vision aussi du monde du numérique. Mais le numérique, en fait, ce qui me paraît important, c'est que c'est pas une question informatique, c'est vraiment une question politique, mais pas une question politique gauche-droite. C'est pas ça le sujet. C'est une question de quelle société on veut et globalement comment on souhaiterait que le numérique, quelle forme voudrait-on que le numérique en soit l'objet, pour le dire. Pour le dire simplement, est-ce que des principes de diffusion de la connaissance, de partage sont ceux qu'on veut prôner ou pas, ou si on est sur des choses plus inégalitaires, on a parfaitement le droit, c'est pas là le souci. Et le numérique ne va être que l'outil finalement du projet politique qu'on porte. C'est ça qui est intéressant, qui me paraît intéressant finalement à mettre dans la médiation numérique. Comme l'idée, c'est d'essayer dans l'idée finalement d'autonomie, c'est de redonner du pouvoir d'agir à l'individu et à la société, parce que c'est à la fois l'individu et la société qu'on accompagne. Il faut lui montrer l'éventail finalement des chemins possibles. Il y en a plusieurs, et après, à lui, à elle, à eux, à nous, finalement, de faire les choix qu'on estime bons. Moi, je n'ai aucun problème avec les personnes qui ne jurent que par propriétaire et qui sont très contentes de ça et qui s'éclatent là-dedans. Je ne suis pas là pour évangéliser, si je peux dire ça comme ça, tel ou tel au libre. Je suis là pour montrer qu'il y a des alternatives, parfois pour les mettre en place pour des raisons particulièrement précises dans le cadre de mes missions, et pour ouvrir j'ai envie de dire, le champ des possibles, tout simplement, quoi. D'accord. Sur cette partie logiciel libre, outil libre, je suppose que c'est la difficulté est différente entre, par exemple, installer un système libre et permettre aux gens de faire de la bureautique avec LibreOffice, de naviguer sur le web avec Firefox, et la question des services libres qui seraient des alternatives. Alors tout à l'heure, par exemple, Loïc a parlé de WhatsApp. Effectivement, c'est aujourd'hui quand même compliqué d'emmener les gens sur autre chose que WhatsApp. Donc ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, sur les aspects, on va dire, les usages classiques de bureautique, c'est relativement facile, et est-ce que finalement la difficulté, c'est pas plutôt sur la partie les services que proposent notamment les GAFAM? Julie?
Eh ben oui, moi je dirais que la difficulté principale, elle est vraiment sur tout ce qui est comment dire, pour lesquels il est difficile de migrer à cause de l'effet réseau, quoi. C'est-à-dire tous les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Parce qu'en fait, ça implique, contrairement au fait de basculer sur LibreOffice, où on peut basculer tout seul dans son coin de Word à LibreOffice, ça posera pas de problème. Autant basculer tout seul dans son coin de X à Mastodon, on retrouvera pas exactement les mêmes personnes. Donc, pour moi, il y a un vrai enjeu à trouver des espaces et des moments pour essayer de faire en sorte que collectivement, à l'échelle, je sais pas, d'un réseau amical, d'une famille, d'une association, etc., on puisse changer justement de type d'outil. Parce que, en tout cas, si ça reste sur un échelon individuel, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Oui, Loïc, là-dessus ? À l'échelle d'une collectivité où nous embauchons 3000 agents, en l'occurrence, il y a des changements qui sont plus simples à opérer que d'autres. Les changements de solutions par visioconférence, en l'occurrence, dans notre collectivité, on a fait le choix de Big Blue Button, pas vraiment parce que c'était libre. Ça a été quasiment le premier critère de choix. Celui-ci n'est pas plus compliqué à prendre en main que Teams, par exemple, pour ne citer que celui-là. Par contre, mais comme tous les logiciels, finalement, comme tous les services, ils demandent à être accompagnés au quotidien parce que il y a parfois une interface qui nous déroute, parce qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, toute la puissance de frappe qui se traduit par des interfaces plus intuitives ou des choses avec lesquelles on est plus habitué, hein, quand on a été... je compare souvent ça. Moi, j'ai appris à conduire avec une 4L, avec les vitesses au tableau de bord. Quand je me suis retrouvé avec une voiture avec la boîte de vitesse au plancher, je me suis demandé comment j'allais m'en sortir, vraiment. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que toutes les voitures de l'époque avaient ce système de vitesse-là. Donc, il y a vraiment à la fois un changement qui nous met dans une position inconfortable, c'est qu'on change tout sans rien changer. Dans une collectivité, c'est beaucoup plus complexe parce que souvent les logiciels métiers sont liés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de changer un logiciel par un autre, il s'agit de s'assurer que le logiciel qu'on va changer, comment ce logiciel-ci est lié à un autre et quelles implications ça va prendre. C'est pour ça que ça prend du temps en général de faire des migrations de tout à rien. Je crois que c'était la ville de Munich qui avait pris 5 ou 6 ans pour faire toute sa migration, mais ça implique évidemment une décision politique forte et nécessairement de l'accompagnement derrière, parce que certaines personnes vont être déboussolées parce qu'elles se retrouvent avec un environnement différent, quoi. Tout simplement, quoi. Donc l'accompagnement, on a bien compris, c'est la clé, parce que c'est le mot qui revient le plus souvent. On approche bientôt de la fin de l'échange. Je voudrais, avant de ne pas oublier, Julie, est-ce que tu peux, justement en parlant d'accompagnement, nous expliquer en 2-3 minutes ce que fait concrètement l'établi numérique, quelques exemples Eh bien, donc nous, on fait beaucoup de formations professionnelles, donc où on forme les médiateurs et médiatrices numériques, et puis on fait pas mal d'ateliers autour de l'impact écologique du numérique, par exemple, ou autour des questions d'inégalité de genre dans le numérique et de cybersexisme, pour donner quelques exemples. Et sinon, dans les choses qu'on a fait ces derniers mois et dont on est particulièrement contente, c'est on s'est associé avec les camarades Mélissa et Lunar d'une structure jumelle de l'établi numérique qui s'appelle La Dérivation. Et on a fait ensemble des ateliers d'initiation à Nextcloud en ligne qui ont vraiment bien fonctionné, plutôt destinés à des bénévoles associatifs. Explique ce que c'est que Nextcloud. Alors du coup, Nextcloud, c'est un logiciel qui permet le partage de fichiers, le travail collaboratif, le partage d'agenda et plein d'autres applications. Donc c'est vraiment fait pour le travail collaboratif. Et du coup, nous, on trouve que c'est un logiciel qui est hyper puissant, mais qui n'est pas forcément facile à
à appréhender. Et un peu dans la même dynamique que Framasoft avec le développement de Framaspace, donc qui sont des espaces Nextcloud pour les petits collectifs de justice sociale. Et ben en fait, nous, on a envie vraiment au maximum d'accompagner les structures à leur dégafamisation, et notamment les structures associatives. Et donc, on a proposé ces ateliers-là. On aimerait bien les reproposer, mais après, ça vient poser des questions de modèle économique, parce qu'on a besoin de manger. En tout cas, ça fait partie des trucs sur lesquels on travaille, et on travaille aussi sur justement des dispositifs d'accompagnement autour des espaces Framaspace proposés par Framasoft. Vous avez peut-être vu des petites visites guidées qui vous expliquent les principales notions clés quand vous allez pour la première fois sur un Framaspace. Donc ça, c'est nous, c'est la dérivation et l'établi. Et on va continuer à travailler sur une vidéo d'onboarding et des choses comme ça. Donc voilà pour les actualités récentes. D'accord. L'onboarding, c'est l'onboarding. En fait, c'est une vidéo qui permet en quelques minutes de comprendre l'organisation des différents menus sur Nextcloud et, on va dire, les principales fonctions pour une première utilisation. D'accord, ça facilite la prise en main de l'outil. Exactement. Et les premiers pas, on va dire. Exactement, c'est tout à fait ça. Loïc, une question rapide avant la dernière question traditionnelle pour les deux personnes invitées. J'ai vu dans une interview que tu parlais de définir un référentiel de compétences, de socle à acquérir pour pouvoir être déclaré autonome d'un point de vue numérique. Donc c'est un peu la question de l'impact. Est-ce que ce socle existe, ce référentiel existe, ou c'est un projet ? J'ai vu ça sur une interview justement sur Framablog. Oui, tout à fait. Alors, il existe pour le département de la Haute-Savoie. D'accord. Il est en version de travail. Actuellement, j'en ai fait une première version, mais le besoin, c'était vraiment ça. En fait, pour expliquer assez simplement, quand tu veux apprendre à conduire, tu te pointes dans une auto-école, tu dis que tu veux apprendre à conduire, on te dit c'est 20 heures, c'est 2000 €, il ne faut pas que tu fasses plus de 15 fautes, faut pas que tu fasses plus de 5 fautes, sinon tu n'as pas ton code. En fait, toutes les auto-écoles de France te répondent très exactement la même chose. Quand tu dis que tu veux apprendre à te servir d'un ordinateur, tu as à peu près autant de réponses que tu as de boutiques différentes. Et en tout cas, c'est le cas en Haute-Savoie et je sais aussi par ailleurs. Et donc l'idée de ce référentiel socle, justement, c'est de donner, et finalement, c'est d'essayer de faire le pendant des conditions d'examen d'un code de la route pour la version autonomie numérique, sans nécessairement tout le côté examen, inspecteur et tout ça. Donc vraiment de donner une base pédagogique commune sur laquelle finalement on va pouvoir évaluer si oui ou non les personnes sont montées en autonomie numérique. Depuis je crois 2017, on a des politiques publiques qui visent à accompagner l'ensemble des Français sur l'autonomie numérique et qui n'ont jamais défini l'autonomie numérique. Donc on vise à les accompagner à quelque chose qu'on n'a jamais défini. Donc si on ne définit pas, on ne peut pas savoir si on y est arrivé. Même si la définition est mauvaise, qu'importe, c'est pas là le problème. On a bien compris. Il faut au moins définir un objectif pour pouvoir l'évaluer après. D'accord. Écoutez, question finale à chacune et chacun. On va commencer par Loïc et finir par Julie. Quels sont pour vous les éléments clés à retenir de cet échange en moins de 2 minutes chacune et chacun, ou le dernier message que vous voulez faire passer sur les 2 minutes chacune et chacun. Loïc. Merci. Alors, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que il faut considérer la médiation avec comme objectif d'accompagner à la fois l'individu et la société à une forme d'émancipation par le numérique. Et dans le cadre de cette définition, il me semble que le logiciel libre a une place évidente dans cet écosystème. Et je voudrais vraiment inviter tous les groupes d'utilisateurs, les passionnés et les experts du libre à s'inscrire dans cette démarche en se rapprochant le plus possible d'une structure ou d'une personne qui fait de la médiation numérique pour voir comment ils ou elles peuvent coopérer ensemble. Ok, merci. Julie ? Il m'a piqué ce que je voulais dire. Moi aussi, j'avais noté texto. Pour moi, il y a intérêt à ce que les sphères du logiciel libre se rapprochent des sphères de la médiation numérique. Parce qu'en effet, on a plein de choses à s'apporter. Et notamment, on n'a pas trop creusé cette question de la posture vis-à-vis des publics. Mais c'est vrai que nous, en tant que médiateurs, médiatrices numériques, on a vraiment
une expertise sur comment on anime un atelier, sur comment on comprend un besoin d'un public, comment on articule justement les questions d'usage et d'enjeu. Et en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Donc libristes et médiateuristes numériques, unissez-vous, quoi. Bah écoute, je retiens en tout cas comme appel à prévoir une autre émission, donc avec là plus axée concrètement en fait sur justement ce que tu viens de dire, comment animer un atelier, donc avec notamment une partie libriste et une partie médiatrice numérique. En tout cas, j'ai noté l'idée et je pense qu'on fera ça courant 2025, parce que là je crois que le programme des émissions 2024 de Libre à vous est booké. En tout cas, écoutez, je vous remercie de votre participation à cet échange. Je rappelle donc que nous étions avec Julie Brier, formatrice et médiatrice numérique pour l'Établi numérique, et Loïc Gervais, chargé de projet inclusion numérique au département de la Haute-Savoie. Belle journée à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Frédéric pour l'invitation. Merci à vous. Nous allons faire une pause musicale. Alors après la pause musicale, il est dans les starting blocks, il a son papier devant lui, son petit stylo, il a le sourire, c'est Benjamin Bellamy pour sa première chronique. Le truc que presque personne n'a vraiment compris mais qui nous concerne toutes et tous, on va parler d'un petit gâteau, je crois, enfin on va voir. En attendant, nous allons écouter Extrêmement PD de toi par Rose Azerty. On se retrouve dans 3 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Je suis extrêmement pédé de toi. T'as déboulé à 100 à l'heure et puis t'as drifté devant moi. Je suis extrêmement pédé de toi. Peux-tu sortir de ta bagnole, il faut que j'établisse ce constat. Tu dis t'es terre. Et je réponds oui. Je ne me sens plus pisser, je sais pas pourquoi y a ces sourires qui me mettent dans tous ces états. Je ne m'entends plus pleurer, je ne m'entends plus pisser. Je suis juste là, mort les doigts, y'a ton regard qui sonne là. Je sens que j'ai explosé, tu fais qu'à m'observer. Je fais qu'espérer à une emprise qui me sert fort et puis qui brise. Je sens que j'ai explosé, je sens que j'ai explosé. Lâche-moi dessus, ramasse-moi, mais s'il te plaît me laisse pas comme ça. Je sais pas pourquoi il y a ces sourires qui me mettent dans tous ces états. Je ne m'entends plus pleurer, je ne m'entends plus pisser. Je suis juste là, mort des doigts, y'a ton regard qui sort donc là. Je sens que j'ai explosé, tu sais qu'à m'observer. Je fais qu'espérer une emprise qui me sert fort et puis qui brise. Je sais que j'ai explosé, je sais que j'ai explosé. Lâche-moi dessus ou ramasse-moi, mais s'il te plaît me laisse pas comme ça. Nous venons d'écouter Extrêmement PD de toi par Rose Azerty, disponible sous licence libre Creative Commons CC0. Si vous demandez ce que veut dire le titre, ça veut dire simplement extrêmement amoureuse ou extrêmement amoureux. Vous pouvez retrouver d'ailleurs une interview de Rose Azerty dans Libre à vous numéro 206, donc sur le site libreavou.org/206.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Bellamy pour une nouvelle chronique, donc sa première chronique. Benjamin est militant pour le logiciel libre, entrepreneur. C'est aussi le papa de Castopod, une plateforme libre d'hébergement et de diffusion de podcasts. Et d'ailleurs, vous avez eu l'occasion d'écouter Benjamin Bellamy dans Libre à vous, sur une émission consacrée au podcasting. Et pour sa première chronique, il a sobrement intitulé « Le truc que presque personne n'a vraiment compris, mais qui nous concerne toutes et tous ». Benjamin va nous parler des cookies. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, et surtout, merci de m'accueillir. Alors, pour commencer, petite question, qui sait ce qu'est un cookie ? Un gâteau ? Alors oui, on connaît tous ce biscuit rond venu de l'autre côté de l'Atlantique, souvent riche en sucre, saturé en matières grasses, regorgeant de calories tout en étant pauvre en nutriments essentiels. Et le danger du cookie ne s'arrête pas là, car un cookie, c'est aussi, et ça ne vous aura pas échappé, un truc que personne ne comprend. Car ce n'est pas du cookie que l'on mange que je voudrais vous parler aujourd'hui. En informatique, oui, j'ai oublié de préciser, mais cette chronique ne parle pas réellement de cuisine. Un cookie est un fichier. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'est un cookie. Tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus quand même. Un peu plus... reprenons. Les cookies ont été utilisés pour la première fois sur le web en 1994 par Netscape. Netscape était un serveur et un navigateur web au même titre que Firefox, Safari, Chrome ou Edge. Donc Netscape a utilisé les cookies pour contourner une contrainte de conception du web. HTTP, le langage technique du web, est un protocole déconnecté. Qu'est-ce que ça veut dire un protocole déconnecté ? Eh bien, en gros, quand vous allez sur un site, votre navigateur se connecte au serveur, lui demande le contenu d'une page, la télécharge, puis se déconnecte. Si vous voulez consulter une deuxième page, votre navigateur va devoir se reconnecter, télécharger la deuxième page, puis il va se redéconnecter. Entre les deux, il peut s'être écoulé une seconde ou une semaine, vous n'étiez plus connecté au serveur. Donc ce type d'interaction déconnectée n'est pas universel. Bien d'autres protocoles sont déconnectés, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas dit au revoir au serveur, la connexion est maintenue. C'est le cas par exemple pour SSH qui permet de contrôler un serveur ou FTP qui permet d'échanger des fichiers. Mais alors, pourquoi le web est-il déconnecté ? Quel est l'intérêt ? L'avantage du mode déconnecté, c'est qu'il permet d'économiser des ressources informatiques entre les requêtes. Et son inconvénient, c'est qu'à chaque nouvelle page, le serveur ne sait plus qui vous êtes. Pour être en mesure de se souvenir de vous, le serveur va donc vous attribuer un numéro unique la première fois qu'il vous voit. Ce numéro, votre navigateur va le conserver bien précieusement, et si vous retournez sur ce serveur pour lui demander une deuxième page, votre navigateur va redonner ce numéro au serveur qui sera donc en mesure de vous reconnaître. Car dans sa base de données, le serveur va pouvoir associer à votre numéro tout un tas d'informations utiles. Vos préférences, votre nom si vous l'avez communiqué, les pages que vous avez déjà consultées, votre langue, etc. Et donc ce numéro, c'est un cookie. En fait, on peut stocker un peu plus qu'un numéro dans un cookie, mais je simplifie un peu. En français, on devrait traduire cookie par témoin de connexion. Personnellement, je trouve ça plus clair. Peut-être que la clarté n'était pas l'objectif initial de Netscape, ça on ne saura jamais. Alors afin de pouvoir se souvenir de votre numéro, votre cookie, même quand vous fermez votre navigateur et que vous éteignez votre ordinateur, le navigateur va l'enregistrer dans un fichier. C'est pour cette raison que je disais plus tôt qu'un cookie, c'est un fichier. Avec dernière précision, les cookies ont des durées de vie variables de quelques secondes à plusieurs mois en fonction de comment les concepteurs du site les ont définis ou quand vous décidez de les supprimer. Alors, donc, si j'ai bien compris, pour résumer, un cookie, c'est un peu comme le numéro sur le ticket quand on fait la queue à la poste. Eh bien, tout à fait. Mais au lieu d'être face à un humain, vous seriez face à un serveur amnésique qui vous redemande votre ticket à chaque nouvelle question, sinon il ne sait plus qui vous êtes. Donc c'est quand même très pratique, voire indispensable sur les sites où on doit se connecter. Ok, c'est plus clair, mais alors, pourquoi on en fait tout un fromage de ces cookies ? Parce que dès qu'ils ont été mis en service, leur utilisation a été massivement détournée, principalement à des fins mercantiles, pour réaliser du ciblage publicitaire. À tel point que l'Union européenne a finalement légiféré pour limiter les abus et a sonné la fin de la partie en mai 2018 avec le Règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD. On reparlera de RGPD une autre fois, mais on peut déjà constater que son premier effet, ça a été de nous prévenir quand un cookie est déposé dans notre dos. Enfin, plus dans notre dos du coup. Avant cela, des centaines, voire des milliers de cookies semaient des miettes sur Internet pour nous suivre à la trace et on n'en savait rien. Oui, mais alors, si finalement la raison d'être d'un cookie, c'est juste de permettre à un site de nous reconnaître,
Pourquoi en voit-on autant partout ? Eh bien, excellente question. Ma réponse, c'est « je sais pas ». Non, mais vraiment, je sais pas. Parfois, je me demande pourquoi certains sites insistent autant pour déposer des cookies. J'ai tendance à croire qu'on a été tellement biberonné aux cookies qu'on a, collectivement, oublié que dans une part non négligeable des cas, ils sont tout à fait inutiles. Alors, pour bien comprendre l'absurdité de la situation, on va prendre un exemple fictif. On va imaginer un site statique, c'est-à-dire qu'au contraire d'un site dynamique, sa vocation est d'afficher du contenu qui ne change pas, qui est le même pour tout le monde. Donc on va prendre un site gouvernemental, disons un ministère, au hasard de l'économie, qui publierait un mode d'emploi sur, le RGPD. Donc la page serait totalement statique, et je verrai la même chose que je la consulte pour la première fois ou la 10e. Le site n'a donc théoriquement aucun besoin de m'identifier de manière unique. Y a-t-il besoin d'un cookie ? Moi je crois pas. Le serveur est en mesure de m'envoyer cette page sans aucun cookie. J'insiste bien, aucun cookie, 0. Alors je suis taquin, vous voyez où je veux en venir ? Oui. Ouais, vous m'avez démasqué. Hein. Donc des cookies, ce site totalement fictif, je le rappelle, il va essayer de nous en gaver. Des tartes au citron même, en veux-tu pas ou en voilà quand même, au parfum Cloudflare, Eulerian, Uptrends, Dailymotion, Vimeo, YouTube, Twitter, Adforms, Google Tag, Facebook et LinkedIn. Et là, on voit que d'autres sites sont impliqués, ce qui va m'amener à vous parler des cookies tiers. Mais une prochaine fois, parce que je sais pas vous, mais moi, tous ces cookies me filent un peu une indigestion. Enfin, une indigestion, rien de grave, patron. Mais merci Benjamin, vous pouvez retrouver Benjamin dans son nouveau podcast, justement, Rien de grave patron, sur votre plateforme d'écoute de podcast habituelle, ainsi que sur le fait divers, et sur le site rdgp.fr. On a bien compris que c'est un jeu de mots avec le RGPD. C'est un jeu de mots tout pourri, mais qui est très bon pour le SEO. Exactement. Le SEO, qu'est-ce que c'est ? Search Engine Optimization. Et en français ? Je n'en sais rien. Optimisation de recherche de référencement naturel. Voilà, c'est pour apparaître sur les premières pages des moteurs de recherche, notamment certains moteurs de recherche américains. Et le premier épisode donc de ce podcast sort, je crois bien, demain, mercredi 9 octobre, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et il parlera de RGPD. Exactement. Eh bien écoutez, merci Benjamin, et puis à la prochaine pour ta prochaine chronique. Nous allons... la fin de l'émission approche, on va terminer par quelques annonces. Alors, vous pouvez retrouver les informations pratiques concernant les événements que je vais citer sur la page consacrée à l'émission du jour sur libreavou.org/221. Alors, jeudi 10 octobre à Paris, c'est soirée de contribution du Libre. Bouquinette, la présidente de l'April, sera présente pour travailler sur la nouvelle campagne de communication de l'April qui sera dévoilée la semaine prochaine. Donc, vous pouvez rejoindre Bouquinette et les autres bénévoles. Toujours du côté de l'April, ce samedi 12 octobre, nous organisons une rencontre April à partir de 19h30 dans nos locaux du 14e arrondissement. C'est à l'occasion d'un week-end de travail entre équipes salariés et membres du conseil d'administration. C'est donc l'occasion pour vous de les rencontrer et pour nous, c'est l'occasion de vous rencontrer. À Beauvais, excusez-moi, samedi, toujours 12 octobre, il y a un atelier sur la publication assistée par ordinateur avec le logiciel libre Scribus. Du côté d'Ivry-sur-Seine, il y a samedi 12 et dimanche 13 octobre, il y a la fête du libre avec un stand de l'April, avec notamment la présence de Julie Chaumard le dimanche. Julie que vous avez l'occasion d'entendre régulièrement dans Libre à vous, car elle participe à la régie. Du côté de Rennes, il y a des rencontres des utilisateurs et utilisatrices de QGIS. QGIS, c'est un système d'information géographique libre, c'est le jeudi 17 octobre. Côté radio, nous organisons comme chaque mois une soirée radio ouverte vendredi 1er novembre 2024 à partir de 19h30 au studio de Cause Commune qui est au 22 rue Bernard Dimet dans Paris 18e. Et j'ai vu également, donc n'hésitez pas à venir, on fait d'ailleurs à l'occasion de ces soirées ouvertes une émission spéciale en direct à partir de 20h jusqu'à peu près 21h45. En général, c'est avec une thématique et surtout on propose aux personnes qui viennent au studio de pouvoir intervenir à la radio si elles le souhaitent pour expliquer comment elles connaissent la radio, si elles ont envie de parler d'un sujet ou d'un autre. Et j'ai vu qu'aujourd'hui sortait la version audio d'un conte sur les logiciels de skateboard et la glace à la framboise qui s'appelle Ada et Zangeman. L'an dernier a été publiée la version papier. C'est aujourd'hui la version audio. Vous pouvez commander toujours la version audio et la version papier. Je vous rappelle que c'est Noël bientôt, donc c'est un conte qui s'adresse déjà aux enfants, mais qui peut aussi plaire aux grandes personnes.
Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Julie Briel, Loïc Gervais, Benjamin Bellamy. Aux manettes de la régie aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fr. N'hésitez pas à nous faire des retours pour vous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. D'ailleurs, je tiens à remercier Guillaume, j'avais oublié de le faire tout à l'heure, qui est un auditeur de l'émission et qui nous avait proposé ce sujet sur la médiation numérique et qui nous avait même proposé des noms de personnes intervenantes et on les a invités. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 15 octobre 2024 à 15h30. Notre sujet principal sera animé par Laurent Costi. Il portera sur Dodoc, qui est un outil libre et modulaire qui permet de capturer des médias, photos, vidéos, sons et stop motion, de les éditer, de les mettre en page et de les publier. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. J'espère que votre semaine sera aussi lumineuse que le plumage d'un paon. On se retrouve en direct mardi 15 octobre et d'ici là, portez-vous bien.